Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on vous propose de démarrer. Donc, première chose, bienvenue au Forum de Saint-Martin. Alors, on est accueillis à la mairie, donc Pierre-François, qui, je ne sais pas s'il est là, en tout cas, il va arriver. On le remercie, qui est le maire de Louvciennes. Et puis, en même temps, le père Mathieu, qui, lui, est en déplacement, donc qui n'est pas avec nous, mais qui est le deuxième sponsor, ou le premier, je ne sais pas dans quel ordre, du Forum Saint-Martin. Voilà. Donc c'est dit. Donc ce soir, le thème, c'est la société numérique et la place de l'homme dans tout ça. On essaye à chaque fois d'avoir des thèmes d'actualité. Et l'objectif ce soir, c'est d'avoir un échange. On va entendre parler par des experts. Et puis ensuite, sur la dernière demi-heure, un échange de questions-réponses assez rapide pour pouvoir maximiser le temps et puis le maximum de questions avec des réponses très rapides. C'est compris ? C'est bien. Donc merci à tous d'être venus. Il y a pas mal de gens de Louvciennes, de Bougival. J'ai même vu qu'on m'a dit qu'il y avait des gens de Paris. Et c'est ça, donc c'est très loin. Et même des gens de l'île Maurice. Voilà, ils sont par là. Voilà. Donc merci d'être venus si loin. Ce sont des stars. Voilà. Donc pour parler du numérique, peut-être plusieurs éléments d'abord. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais on est dans un pays en France qui se tourne pas mal sur le numérique. On a des députés assez jeunes et dynamiques, notamment Cédric Villani, qui a sorti un rapport sur l'intelligence artificielle, qui a été présenté par Macron, qui a annoncé 1,5 milliard d'investissements sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est à peu près minimum 30 fois moins que la Chine, mais enfin bon, ça donne déjà un premier pas. La France bouge. Après, on va parler de data, on va parler... Il y a plein d'événements dans le numérique qui arrivent, notamment le cloud, donc toutes nos données perso, mais maintenant massivement les données des entreprises bougent vers le cloud, avec deux grands acteurs principaux. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent pour l'entreprise, mais à la fois Microsoft, à la fois Amazon, et puis dans le privé, plutôt Google et d'autres comme en Chine, Alibaba, sur lequel on commence aussi à mettre nos propres données françaises. D'autres éléments... On a vu des éléments récemment en début d'année. Vous avez entendu parler de blockchain, de Bitcoin, avec Bitcoin, la monnaie qui a perdu 43 milliards de valeur. On a vu aussi Equifax qui a perdu 143 millions d'identités personnelles en un jour. Donc ça fait un petit peu peur. Donc c'est parti sur ce qu'on appelle le Black Web. On a vu le premier robot au monde qui s'appelle Sophia, qui a été développé par Hanson Robotics, qui a vraiment l'image d'une femme avec la peau et on voit les émotions physiques quand le robot parle, qui a une identité, une carte d'identité, qui a eu sa nationalité. Elle s'appelle Sophia et c'est en Arabie Saoudite. Donc c'est le début d'événements. On a tous des enfants, mais nous-mêmes on utilise nos téléphones. On touche à peu près 2617 fois nos téléphones par jour. Et nos enfants, Adrien, combien de fois tu touches 4000. Voilà, vous voyez, et puis en plus, ils ne sont pas très honnêtes. Voilà. On a eu, en Finlande, on a le premier robot, en tout cas assistant d'intelligence artificielle, qui fait officiellement partie du board d'une compagnie et qui contribue aux décisions de l'entreprise. D'accord ? En Union européenne, on va en parler, de la GDPR, et on a mis en place une loi qui oblige les entreprises à expliquer les décisions d'un robot. Ce qui n'est pas forcément évident, on va l'entendre. Les algorithmes évoluent dans le temps et on n'est pas toujours capable de le justifier. Mais en tout cas, on l'a dit. Airbus, une compagnie bien connue en France, l'installation des sièges se fait avec un système d'intelligence artificielle, avec le HoloLens de Microsoft, et l'ouvrier est guidé pour fixer le siège sur l'A350. Depuis qu'ils ont fait ça, et ils le déploient sur plein d'autres process, ils ont gagné 500% de productivité. Donc les ouvriers sont 5 fois plus rapides et ils font 0 erreur. Sachant que la moitié de la construction d'un avion, c'est le contrôle qualité du travail. Donc quand il y a 0 erreur, on accélère rapidement la construction. Les sociétés, par exemple, de forage basent toutes leurs décisions sur les datas. On va parler des datas. Si les datas sont mauvaises ou elles sont hackées par quelqu'un, ils vont aller forer au mauvais endroit. C'est des centaines de millions d'euros perdus. Et enfin, on va parler de blockchain, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité dans le monde, qui n'ont pas de carte d'identité. 1 milliard. Il y a un système qui est en train d'être développé, qui est en déploiement, pour donner une identité numérique à 1 milliard de personnes dans le monde. D'accord ?
Voilà. Puis il y a peut-être deux derniers éléments très rapides, des éléments aussi qu'on va pouvoir couvrir. En Formule 1, notamment les véhicules électriques, Virgin, que vous connaissez, ils ont mis des capteurs et de la puissance intellectuelle, enfin de ce qu'on appelle du software, sur les voitures, qui automatiquement, en fonction des données collectées sur le circuit, la façon à laquelle la voiture avance et les compétiteurs, ajustent automatiquement la conduite de la voiture. D'accord ? Et le dernier élément, pour certains, avec cette super température, il fait un petit peu chaud, une très belle entreprise a développé un système qui scanne la France dans son ensemble, et le ministère des Finances identifie sur le cadastre tous les bâtiments et notamment toutes les piscines non déclarées. Et donc vous allez recevoir, pour ceux qui ont oublié de déclarer leur piscine, dans vos impôts locaux, la piscine à payer. Voilà. Cette belle entreprise, moi-même, je m'appelle Yves Bernaer, je travaille chez Accenture, dans cette belle entreprise d'ailleurs, ne le dites pas. Et voilà, on est une grosse entreprise dans le domaine technologique, on est 450 000, donc on est leader dans le domaine de la technologie, et donc on est un peu dedans. Et donc on m'a demandé du coup, et j'ai la chance d'animer un débat avec des experts qui sont autour de la table. Et je vais commencer par Virginie Malnois, qui travaille chez Harmonie Mutuelle. Peut-être tu te présentes, Virginie ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille chez Harmonie Mutuelle. Alors, comme son nom l'indique, c'est une mutuelle. On manipule beaucoup de données de santé. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. On couvre 4 600 000 assurés et on s'est regroupé avec d'autres mutuelles, dont la MGEN, au sein du groupe Vive. Et donc ça fait 10 millions de personnes protégées. Il faut savoir qu'on manipule tellement de données qu'on paye à peu près tous les jours 8 millions de prestations. Voilà, donc imaginez toutes les données que l'on manipule, qui sont des données personnelles et des données de santé. Merci Virginie. Christophe, dans un laboratoire de conseil en management ? Un tout autre registre, je suis professeur à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, et spécialisé dans la recherche en management. Et je travaille depuis un certain nombre d'années sur la question des réseaux, c'est-à-dire ces formes de solidarité qui échappent aux logiques institutionnelles. Et quand j'ai commencé mes recherches, Internet n'existait pas, et j'ai été rattrapé par les phénomènes de mode et de technologie. Aujourd'hui, impossible de passer un moment dans la société sans évoquer les problématiques autour des réseaux. Donc on verra peut-être au cours du débat la différence entre les réseaux humains et les réseaux digitaux, entre les réseaux sociaux et les médias sociaux. Merci, merci Christophe. Alors Bruno, tout le monde te connaît, mais pour les Parisiens et les Mauriciens, qui es-tu, que fais-tu ? Oui, peut-être pas quand même. Mais je suis louvciennois, effectivement, un petit avantage par rapport à vous. Bruno Dufay, donc je suis consultant en évolution professionnelle et passionné de sociologie, psychologie depuis de nombreuses années. Et donc dans ce métier de consultant, on reçoit beaucoup de gens et on est à un très bon poste d'observation pour voir les évolutions de la société et en particulier celles liées aux technologies. Parfait. Alors François, tu es consultant chez Optique Technologies. Et sur mon temps libre, je précise. Sur ton temps libre ? Sur mon temps libre, c'est pas mon activité principale. Je travaille dans les télécoms, je fais du marketing produit. Mais sur mon temps libre, effectivement, je suis membre d'Optique Technologies, qui est une initiative de la communauté religieuse des Dominicains et qui vise à faire du lobbying auprès des grands acteurs mondiaux du numérique pour les obliger à se mettre autour d'une table et réfléchir aux enjeux éthiques des technologies qu'ils proposent au grand public. Voilà, et c'est dirigé par Eric Salobir, que j'avais eu l'occasion de rencontrer pendant la présentation de Macron et de Villani. Et il échangeait pas mal sur un peu de son temps. Il utilise ces informations pour être le conseiller privilégié sur les sujets technologiques auprès du pape. Donc peut-être tu nous en diras plus tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'on vous propose, du coup, c'est de prendre d'abord à peu près 10 minutes, 10, 12. Je ferai un peu de bruit sur la fin pour être sûr qu'on crée la dynamique, maximum 15 en tout cas. Chacun pour nous présenter leur sujet et en fait surtout leur domaine d'expertise pour nous éclairer. Virginie, tout d'abord pour démarrer, tu travailles beaucoup sur les datas, on a beaucoup entendu parler de GDPR ou de RGPD, donc je ne sais pas si ces acronymes vous disent quelque chose, mais elle va tout nous dire pour démarrer. Puis j'aurai une deuxième question sur c'est quoi GDPR, c'est quoi RGPD ? Alors, RGPD, d'abord, on va le prononcer en français, c'était le Règlement général pour la protection des données. Et puis, l'autre acronyme, c'est la même chose, mais en anglais. Mon accent n'étant certainement pas le meilleur du monde, je vais le garder juste en français.
c'est quoi ce RGPD? D'abord, il est en œuvre depuis le 25 mai dernier, et en fait, il vient se substituer au règlement antérieur qui pouvait exister avec la CNIL. Et quel est l'enjeu de ce règlement? Eh bien, c'est de protéger tous les citoyens de l'Union européenne pour que leurs données soient protégées, qu'ils s'adressent à une institution publique, à une entreprise privée ou à une association, et que cette entreprise se trouve en Union européenne ou encore à l'extérieur, dans un autre pays. Et qu'est-ce qu'on veut protéger à travers ça? Eh bien, d'abord, on veut s'assurer que les gens donnent un consentement éclairé, libre, adapté, pour que l'on puisse utiliser leurs données. Ça veut dire que, eh bien, une entreprise, maintenant, si elle veut pouvoir utiliser une donnée personnelle, eh bien, elle devra demander explicitement votre consentement. Cette durée de manipulation est limitée dans le temps. On n'a pas le droit de garder vos données de façon illimitée, parce que sinon, effectivement, après, on ne sait plus qu'on les a données. Et donc, vous avez le droit de demander à tout moment de récupérer vos données. C'est le droit à l'abandon, à l'oubli. Donc, vous pouvez récupérer, dire, ben non, je veux que vous retiriez toutes les données personnelles que vous avez sur moi. Et vous avez également le droit de les modifier. Donc, vous devez pouvoir demander, accéder à ces informations pour pouvoir les modifier. Et puis, enfin, vous pouvez demander à les récupérer pour les donner à un autre organisme. Voilà, donc en fait, finalement, vous devenez propriétaire de vos données, ce qui était déjà le cas, mais en plus, vous devez protéger. Et là, ce qui a beaucoup changé avec RGPD par rapport au traitement d'avant, c'est que c'est l'entreprise qui doit prouver qu'elle a bien respecté ce qu'elle devait faire. Donc si jamais on l'accuse, c'est elle qui doit avoir tracé le fait que vous lui avez donné son accord à tel moment, etc. Alors vraisemblablement, si vous utilisez pas mal l'Internet ces derniers temps, vous avez été inondé de mails vous disant que dans le cadre de ce règlement, eh bien, on vous demande votre accord. Alors pour tout ce qui est antérieur, une loi n'étant pas rétroactive, tout ce qui s'est passé avant le 25 mai de cette année, eh bien, il n'y a pas d'obligation de rentrer dans ce traitement-là si les données avaient bien été, si l'entreprise avait bien déclaré ses traitements à la CNIL au préalable. Pour autant, on leur demande dès lors qu'il y a une modification de faire quand même un petit quelque chose, mais souvent, vous remarquerez que la plupart des mails, ils ont été faits par défaut. C'est-à-dire, on vous dit, si vous ne faites rien, si vous ne vous manifestez pas, on considère que vous avez donné votre accord. Alors que maintenant, à l'avenir, vous serez obligé de donner de façon explicite votre accord. Voilà, c'est ça les grosses différences. Alors, vous allez peut-être me dire aussi, et comment va-t-on faire en sorte que ce soit respecté? Il y a des sanctions assez importantes qui sont prévues, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, pour les entreprises qui ne le respecteront pas. Et c'est l'ensemble des CNIL, toutes les CNIL de l'Union européenne, qui se mettent d'accord entre elles pour pouvoir le faire respecter. Alors vous allez me dire, en Union européenne, facile, c'est les CNIL qui vont surveiller et qui vont l'appliquer. Et si j'ai une entreprise qui se trouve dans je ne sais quel pays ailleurs ou dans une île déserte et qu'on utilise des données européennes, eh bien, s'ils ne respectent pas, qu'ils ne payent pas toutes les sanctions qu'on lui réclamera, eh bien, on coupera l'accès au site et aux services, parce que ça se fait assez bien, en Chine, ils le font, hein. Eh bien, on le fera aussi en France et dans les autres pays de l'Union européenne, si on ne veut pas qu'une entreprise qui ne respecte pas ce principe-là vienne continuer à manipuler des données qui appartiennent à des ressortissants de l'Union européenne. Bon, merci, c'est beaucoup plus clair, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est surtout des mails qu'on a reçus depuis un mois, et il fallait valider, on n'a pas trop vu la valeur ajoutée. Donc merci pour cette clarté. Peut-être la deuxième partie de la question sur l'utilisation des données. Donc c'est à la fois un intérêt pour les entreprises, pour faire des revenus sur les données, puis à la fois pour les clients de ces entreprises, pour avoir des nouveaux services à valeur ajoutée. Évidemment, on peut parler des risques, mais parlons peut-être surtout de l'intérêt, et puis peut-être du fait que tu travailles chez Harmonie Mutuelle dans le domaine de la santé. Merci. Tout à fait. Alors, effectivement, ça peut être un intérêt pour l'entreprise d'avoir beaucoup de données. Ça permet de faire du marketing comportemental, d'adapter les produits, de mieux accompagner les clients. Donc, on va pouvoir apporter des services plus personnalisés. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, je prendrai un exemple qui sert en fait les assurés. C'est le Watson. C'est le robot qui a été mis en œuvre par IBM. Permet des choses assez fabuleuses. Et il a été mis en œuvre aux États-Unis pour aider les grands professeurs cancérologues sur un certain type de cancer, puisqu'on a rentré dans l'outil finalement tous les patients tous les dossiers qui étaient dans les hôpitaux aux États-Unis. Et le robot, il est capable d'analyser un nombre de données qu'aucun cancérologue, professeur soit-il, n'est en capacité de traiter à échelle humaine. Et donc, il apporte une aide au professeur en disant dans ce cas de figure, étant donné les éléments que l'on a sur ce patient, eh bien, il vaudrait mieux donner ce traitement. Et depuis qu'ils ont mis en place ce robot, eh bien, ils ont largement amélioré le taux de rémission. Donc c'est quelque chose d'assez positif, on ne peut pas être contre.
Après, forcément, dès lors qu'on manipule des données de santé, eh bien, ça peut avoir d'autres impacts. Alors évidemment, aujourd'hui, vous savez que si vous avez une mutuelle, votre tarif, il est un peu adapté en fonction de l'âge. Si vous êtes salarié dans une entreprise, c'est un peu autre chose. Là, c'est un tarif global. Mais si vous êtes adhérent à titre individuel, vous avez un tarif un petit peu adapté en fonction de l'âge, mais pas complètement. Il y a une large mutualisation et en tout cas, il ne tient pas compte de votre état de santé. Alors, si aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, au plus jeune de la salle, mais je crois que le plus jeune de la salle, c'est un bébé, il ne va peut-être pas me répondre, mais au jeune homme qui est là, je lui dis, est-ce que vous êtes prêt à payer 40% moins cher si vous me donnez quelques éléments concernant votre santé, que je vois que globalement, vous n'avez pas de risque majeur et que vous êtes encore jeune, vous avez tendance à me dire, volontiers, puisque... Voilà, on a souvent envie de payer moins cher. On a fait une enquête auprès des assurés au sein du groupe VIF, donc 10 millions de personnes protégées. Alors on a pris un panel représentatif. 87% des personnes nous ont répondu qu'elles étaient prêtes à donner leurs données pour payer moins cher. Alors tout ça, au moment où on paye moins cher, c'est très bien. Il faut juste avoir conscience qu'à un moment donné, vous pouvez avoir un incident de santé. Et si chacun commence à donner toutes ses données de santé au bénéfice d'un tarif moins cher, il n'y a plus de mutualisation. La mutualisation, ça veut dire, eh bien, je ne paye pas pour mon risque exact, mais je paye pour le cas où quelque chose m'arrive. C'est-à-dire, si vous avez une voiture et que vous assurez votre voiture, vous allez tous être contents si vous n'avez pas utilisé votre garantie, puisque si vous n'avez pas eu d'accident, c'est quand même préférable. Eh bien, ce qui serait bien, c'est qu'en santé, on reste sur le même phénomène et qu'on se dise, on a payé pour le cas où, mais si on ne l'a pas utilisé, c'est tant mieux, c'est que je n'ai pas été malade. Si maintenant on tarifie exactement au coût de la personne, eh bien... c'est plus du tout intéressant parce que le jour où vous aurez un vrai problème de santé, vous ne serez pas couvert. D'autant qu'avec les réformes actuelles qui sont en cours, la réforme Macron avec le reste à charge zéro, on est plutôt en train de limiter le déficit de la sécurité sociale, mais de transférer une partie des coûts quand même sur les complémentaires santé. Et donc, ça va être une approche un peu plus privée qu'elle n'a pu être par le passé. Puisque la loi 45 qui disait finalement on paye en fonction de sa capacité et on consomme en fonction de ses besoins, elle va plus être tout à fait vérifiée. Donc on va se retrouver dans un système où on va être tenté de donner le maximum d'informations pour payer le moins cher possible. Attention à ça, c'est un risque. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Donc Christophe, on va parler des réseaux sociaux. Et ce qui nous intéresse, c'est l'impact à la fois sociétal, politique et économique des réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu peux nous brosser le sujet ? Oui, alors c'est un très vaste sujet. Aujourd'hui, on est envahi par les pratiques des réseaux sociaux. Tout le monde a des téléphones. Plus on est jeune, plus on l'utilise tôt. Plus on est multiconnecté à un certain nombre de réseaux pour communiquer, pour s'informer. Et c'est un véritable défi, un véritable challenge dans la société. Donc j'ai écrit un bouquin à ce sujet où je me suis posé une question toute simple. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va améliorer le vivre ensemble avec ces nouvelles pratiques ? Parce que les réseaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux challenge et portent un défi sur toutes les institutions. On a l'habitude de fonctionner dans une société qui est organisée de manière verticale. Que ce soit l'ordre économique, l'ordre social, l'ordre éducatif, il y a toujours une institution et des règles à respecter qui sont plutôt verticales. Les réseaux sociaux introduisent de l'horizontalité. Et donc, en théorie, plus de collaboration, plus d'empathie, plus de convivialité et plus de partage et de solidarité. Donc ça, c'était le point de départ de mon livre. En creusant un petit peu, je me suis posé la question sur les effets bénéfiques et les effets négatifs de ces réseaux sociaux. Donc ce qui me paraît positif, c'est qu'on va exploiter davantage dans les années qui viennent les complémentarités entre les talents, les compétences, les informations de chacun. Donc l'horizontalité va permettre finalement de libérer la dimension collective, l'esprit d'équipe qu'on a eu tendance à perdre trop souvent ces dernières années. On va en parler dans le cadre de l'entreprise avec Bruno, mais globalement, on est dans des univers qui sont dans les entreprises de plus en plus oppressants, où on travaille de plus en plus de manière individuelle et sous la surveillance de règles, de normes, etc. Le réseau social permet, en théorie, de partager, de collaborer dans un cadre beaucoup plus de confiance que de surveillance et de contrôle. Alors, en même temps, il peut y avoir des formes de dérive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une tendance qui apparaît
c'est pas une tendance à revendiquer l'égalité. On n'est plus dans une société égalitariste. On est tombé dans ce que j'appelle une société égalitariste. C'est-à-dire où on revendique le droit à la différence, le droit à l'ego, le besoin d'exister, et on veut l'affirmer à travers les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de se protéger dans une bulle informatique et de cultiver une forme de narcissisme des temps modernes. Et ça va à l'encontre d'une certaine manière du vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on recrée dans la société des formes de communautarisme où chacun qui se ressemble s'assemble, et chacun cultive dans le digital des groupes d'opinion, de pression, de lobbying, qui finissent par fragmenter et cloisonner la société, alors que les institutions étaient à l'époque le garant, d'une certaine manière, d'un vivre ensemble beaucoup plus harmonieux, qui tolérait peut-être davantage les différences dans la société. Donc c'est un vrai sujet de société, un vrai challenge, un vrai défi aujourd'hui, me semble-t-il. Yves. D'accord, ok, merci. Donc, oui, vas-y. Peut-être la dimension politique. On voit apparaître aujourd'hui, il y a de plus en plus de citoyens qui disent les élus, on peut s'en passer, la démocratie, elle s'incarne de manière directe. À tort ou à raison, souvent à tort, parce que finalement on se cache derrière des pseudonymes, on débat de manière qui n'est pas toujours éclairée, et donc en fait on est dans la désintermédiation. Donc les experts, les élus, les représentants sont mis de côté, et on a l'impression, parce qu'on est dans le débat direct, on va être plus efficace pour incarner la démocratie. Or souvent on s'aperçoit que c'est une minorité qui porte la parole sur ces réseaux sociaux et qui confisque d'une certaine manière la démocratie. Ça, c'est une première limite. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on constate très clairement, c'est que pour accéder au pouvoir politique dans les institutions verticales, tous les acteurs politiques de ces dernières années qui ont gagné des élections ont utilisé les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour prendre le pouvoir, il faut cultiver l'horizontalité. Que ce soit Donald Trump, Emmanuel Macron ou d'autres acteurs, ils ont tous à un moment donné contourné les logiques de partis, contourné les logiques de médias pour prendre le pouvoir en cultivant d'une certaine manière l'opinion publique en direct dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une évolution un petit peu irréversible. Par contre, quand on voit dans l'exercice du pouvoir politique aujourd'hui, on est toujours dans un schéma qui est très verticalisé, qui ne fait pas participer le citoyen. Et donc ça peut être une frustration. C'est-à-dire que le citoyen, on le consulte, on l'interroge avant le résultat des élections, et il a l'impression de, ce qui est un peu peut-être le cas du parti En Marche, c'est révolutionnaire, on est tous dans la collaboration. Puis finalement, quand on regarde, quand on creuse aujourd'hui, finalement ça devient un parti un peu monolithique, où tout est décidé un peu d'en haut, de manière verticale, avec un chef. Donc on voit bien qu'on est un peu à la moitié du gué de ce point de vue-là, mais pour sonder l'opinion publique, pour trouver des relais, on a besoin de plus en plus de s'appuyer sur l'analyse des réseaux sociaux, sur le digital, de rentrer dans la poche du citoyen, c'est-à-dire dans son téléphone, dans ses applications, pour capter son attention et être élu. Ça, c'est une évolution forte dans la conquête du pouvoir. Est-ce qu'on retrouve peut-être d'une certaine manière la posture gaulienne, un homme face au peuple, sans intermédiaire? Bon, c'est un débat qu'on peut éventuellement prolonger. Très bien. Merci Christophe. Donc Bruno, je disais que tout le monde te connaît, mais peut-être pas exactement sur le sujet que tu vas évoquer ce soir. Quand on regarde toutes les analyses, quand on parle par exemple d'automatisation, on entend qu'à peu près 40%, si on regarde toutes les entreprises françaises, 40% des tâches, je n'ai pas dit des jobs, peuvent être automatisés. 40%. D'accord ? Je ne sais pas combien de personnes bossent en France, mais on prend 15 millions, non, je crois à peu près, il faut 40%. Donc on a une petite idée de la transformation. En même temps, la majorité des entreprises qui ont fait leur transformation vers le digital, sont celles qui génèrent le plus de croissance, le plus de marge et le plus d'emplois. En même temps, et ça c'est aussi peut-être positif, quand on parle d'intelligence artificielle qui aide à faire l'automatisation, c'est pas que la robotisation avec les outils qui automatisent une tâche bêtement, mais quand on met de l'intelligence artificielle dessus, le rapport Villani
il nous dit, et il confirme ça, que si on met en place l'intelligence artificielle de façon responsable, on peut, d'ici 2030, c'est une étude qu'on a fait nous-mêmes, doubler la croissance du PIB. On peut doubler le pourcentage de croissance du PIB juste en mettant en place, enfin c'est très complexe, on a vu dans le domaine de la santé, mais dans tous les domaines, si on le met en place dans tous les domaines, notamment les domaines que Macron a ciblés, mais il va y en avoir plein d'autres, hein, il a mis ça sur la défense, il a mis ça sur le transport, il a mis ça sur la santé, puis un dernier que j'ai oublié, on peut doubler la croissance du pays. Donc c'est des opportunités. Globalement, en synthèse, il y a des impacts, des risques, des opportunités. Bruno, tu peux nous en dire plus dans le domaine de l'entreprise ? Oui, en fait, je ne vais peut-être pas être aussi optimiste que toi. On en parlera après. J'ai lu le rapport Villani, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Donc, on va faire une petite analyse critique quand même de ce rapport. Mais avant ça, je crois qu'effectivement, il faut bien saisir l'ensemble des opportunités qui s'offrent à nous. Et je trouve très très bien que Villani et Macron maintenant veulent investir beaucoup pour former des gens dans ces domaines. C'est un facteur de croissance pour notre économie en général. Ce sont de nouvelles entreprises qui se créent. Alors évidemment, les plus connus, Blablacar, Airbnb, toutes ces choses-là, qui ont développé finalement de nouveaux types de business. Et encore une fois, je rebondis sur ce que disait Christophe, on voit une désintermédiation. C'est-à-dire qu'un citoyen peut s'arranger avec un autre citoyen pour faire un business. Bon, j'ai besoin d'une chambre, tu as une chambre disponible, une voiture, voilà. Et on n'a pas besoin obligatoirement d'une entreprise qui loue des voitures ou qui loue des chambres. Donc il y a quelque chose là que les nouvelles technologies apportent, c'est cette possibilité que les citoyens ont de faire entre eux des choses, du travail, du business. Donc ça, c'est une première chose. On appelle ça l'économie collaborative. Alors on sait aussi qu'il y a des risques. Hein. Uber, par exemple, est très intéressant parce que on s'est dit, sensationnel, il y a des tas de jeunes des banlieues qui vont pouvoir trouver un boulot, à savoir être chauffeur de voiture. Après quelques années, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Ils ont beaucoup de mal à vivre, ils ont des difficultés, ils sont exploités, les tarifs peuvent augmenter par Uber, ils se retrouvent complètement coincés avec des salaires de misère et une grande précarité. Donc, oui, il y a de la création d'emplois, oui, il y a aussi des difficultés, il faut bien faire attention dans cette économie collaborative à ce dont on parle. Ensuite, c'est aussi beaucoup d'opportunités de croissance pour les entreprises actuelles. Les bonnes vieilles industries qui existent depuis très longtemps vont se développer, vont créer de nouveaux produits, vont s'adresser à de nouveaux clients, et ça c'est peut-être le point le plus important. Avant, une PME quelque part en province ne pouvait pas exporter. Ils se disaient c'est trop compliqué, quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Aujourd'hui, évidemment, avec Internet, ils peuvent très bien faire des affaires avec des gens aux quatre coins du monde, et on a là de nouvelles possibilités de développer ces affaires en dehors de notre territoire. Donc, les technologies numériques apportent dans ce cas-là de nouvelles opportunités de croissance pour beaucoup d'entreprises actuelles. Il ne faut pas oublier l'administration aussi. On a tous fait nos déclarations fiscales. Bon, maintenant, on les fait par Internet. Et l'objectif du gouvernement, c'est de passer 100% des démarches administratives par Internet, à échéance de quelques années. Ce n'est pas à 10 ans. Donc très rapidement, arriver à ce que toutes les démarches administratives puissent se faire derrière son écran à la maison. Alors ça, c'est quand même sensationnel. On n'a pas besoin d'aller faire la queue à la préfecture ou je ne sais où. Mais aussi, on est parfois un peu perdu. En particulier des gens qui ne sont pas très habitués à ce type de manip se retrouvent dans des tas de problèmes de mots de passe, d'informations à mettre ici, à contrôler, des choses, recliquer sur cela pour valider les informations. Donc il y a des circuits un peu complexes et on se rend compte que
Les démarches administratives par Internet, sensationnelles parce qu'on ne bouge pas de chez soi, peuvent s'avérer quand même assez compliquées, et on parle un peu quand même de rupture ou de fracture numérique, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont franchement pas à l'aise avec ça, pas habitués, et qui sont en grande difficulté parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. Bon, enfin, ceci dit, pour l'administration, on voit beaucoup de perspectives pour simplifier, pour accélérer, et également peut-être pour réduire les coûts. On sait qu'en France, on a de grosses dépenses publiques, donc les nouvelles technologies peuvent aider à les réduire. Alors ensuite, deuxième aspect, maintenant, si on rentre un peu dans l'entreprise. On a parlé d'automatisation, de robotisation, de processisation. Là, alors, désolé pour ces gros mots, là, trois gros mots en une phrase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par le passé, on a robotisé. Ça fait des décennies qu'on remplace des ouvriers à la chaîne par des robots qui montent des voitures. Ça, c'est bien connu. Donc des tâches pénibles sont remplacées par des robots mécaniques. Très bien. Enfin, très bien. Il y a des ouvriers qui n'ont pas dit très bien, je le dis quand même au passage. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le numérique, c'est que ce sont maintenant des cols blancs, donc des gens qui étaient dans l'administratif, dans la gestion, dans la relation client, qui étaient dans l'entreprise sur des tâches non manuelles, et ce sont ces gens-là qu'on va pouvoir remplacer par des systèmes. Donc c'est là le gros changement et les 40% de Yves, de destruction possible des emplois. C'est parce que ça touche non seulement les ouvriers, les cols bleus, mais qu'aujourd'hui on est en train, ça a déjà commencé, à passer au col blanc, donc tous les métiers non manuels. Alors, il y a un deuxième phénomène qu'il faut bien voir, c'est celui donc de la processisation. Alors, en deux mots, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans une entreprise, si on veut traiter un problème, il faut le découper en petites tâches, il faut séquencer ces tâches, il faut définir qui va faire la première tâche, qui va faire la deuxième, et quelles données sont utiles pour la deuxième personne, qu'est-ce que la deuxième personne va délivrer à la troisième, etc. C'est ça, un processus. Alors c'est super, parce que si vous faites une réclamation dans une entreprise, si cette entreprise a bien processisé, vous pouvez espérer que votre réclamation sera bien traitée, bien suivie, et quand vous appelez en disant « mais où est-ce que ça en est ?», on peut vous dire « ah, c'est à telle étape, il y a monsieur X qui s'en occupe, vous aurez une réponse dans 3 jours et demi ». On peut espérer, pas toujours le cas. Alors, donc, cette processisation, c'est quelque chose de très très bien. On l'a énormément fait, ça vient beaucoup des Américains qui ont été les champions du monde dans ce domaine-là. Maintenant, tout le monde entier fait et organise l'entreprise en process. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en train de regarder sur toutes ces petites tâches à l'intérieur d'un process, on est en train de regarder toutes celles qui peuvent être automatisées. Alors, ce n'est parfois pas des systèmes d'intelligence artificielle, c'est parfois des systèmes tout bêtes. Pour classer des dossiers, il ne faut pas être très, très intelligent. Pour trier des données. Bon, il y a tout un tas de petites tâches qui sont maintenant à l'intérieur d'un process réalisées par des systèmes. Super, encore une fois, parce qu'on accélère le process. Donc on se dit, oui, les clients vont être contents, au moins on va délivrer plus rapidement une réponse. Bien. Étape 3, plus il y a de petites tâches automatisées, il reste quand même quelques personnes pour quelques trucs. Il ne faut pas rêver. Mais ces pauvres personnes se trouvent dans un gros machin, un gros process, qui débute on ne sait où, avec je ne sais qui, peut-être des systèmes, qui arrivent, qui me donnent des instructions, vous devez faire ça, 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 ça aujourd'hui. Et voilà les données dont vous avez besoin pour faire ça. Vous êtes censé les délivrer, on vous rappelle, pour ce soir, 18h, et c'est monsieur X ou le système Y qui attend votre réponse. Alors cette personne qui se trouve dans cette position-là se trouve un peu
comme une espèce de maillon d'un grand machin. Alors j'oublie de dire que le grand machin, il peut commencer en France, se poursuivre en Inde, se terminer en Chine pour revenir je ne sais où. Donc c'est complètement digitalisé, très facile de transporter ce process dans des tas d'endroits. Et donc le collaborateur qui fait son petit boulot, il ne sait plus très bien où il en est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y avait avant moi et où ça va après moi. Et parfois même, il a perdu la finalité même du process. Mais au fait, ça sert à quoi ce truc-là? Alors voilà où est-ce que je veux en venir. C'est que beaucoup de processisation, beaucoup de digitalisation conduit à une perte de sens. Alors je reçois des gens toute la journée qui ont des difficultés professionnelles et c'est la première chose qu'on entend. Tous les jeunes en particulier viennent me voir en me disant mais moi, mon boulot, mais ça n'a plus de sens, je ne sais plus ce que c'est, ça ne m'intéresse plus, je ne sais pas où ça va. En plus de ça, mon patron n'est pas capable de m'expliquer à quoi ça sert, quelle est la finalité de l'entreprise. Il me dit qu'il faut faire 3% de plus, mais chaque année, c'est 3% de plus, donc tout ça, ça n'a pas de sens. Donc mon point est là. Oui à la numérisation qui apporte des leviers de croissance incontestables. Attention, on peut aussi aller vers une perte de sens qui met vraiment en grand malaise beaucoup de gens. Et beaucoup de jeunes en particulier. C'est ça qui est dramatique. Parce que évidemment, nos forces vives pour le futur. Et ils sont souvent en train de sortir de l'entreprise en se disant, on va terminer, moi, les grandes entreprises, c'est fini, j'arrête. Je vais aller dans une ONG, je vais faire une petite PME, un petit machin dans un coin, etc. Je vais travailler tranquillement au Larzac avec je ne sais pas quoi. Bon, donc il y a une espèce de désengagement du monde du travail et je propose que la numérisation y est pour quelque chose. Il y a d'autres facteurs, mais la numérisation, la processisation y est pour quelque chose. Alors, autre élément, dans le monde du travail, vous savez, on n'a pas tous eu des jobs super intéressants, enfin, il ne faut pas rêver, hein, je veux dire, sur 35 ans, 40 ans de carrière, il y a des moments où c'est pénible, on ne voit pas bien où ça mène, on n'est pas bien. Bon. Mais au moins, ce qui peut sauver le travailleur, ce sont ses relations avec ses collègues. L'esprit d'équipe. Alors tous ensemble, à midi, on va à la cantine, on déjeune, on boit une bonne bière le soir, on va boire le café ensemble à la machine à café. Et donc il y a une ambiance de travail, il y a un esprit d'équipe, des valeurs partagées entre les gens qui peuvent absolument sauver la mise quand la finalité, le sens est en train un peu de disparaître dans l'organisation où je travaille. Et ça, les jeunes sont très clairs là-dessus. La première chose qu'ils nous disent, moi je cherche une entreprise, monsieur, dans laquelle il y a de la convivialité, où on peut parler à son chef tranquillement, où je peux arriver en polo, et puis en même temps, s'il y a un baby-foot, ça serait pas mal pour se détendre, etc. Donc ils mettent ce qu'on appelle aujourd'hui la QVT, qualité de vie au travail, ils le mettent dans leur top priorité, avant même le salaire. Donc là, ça, c'est un gros changement aussi. Hein. Et pourquoi? Mais parce que, bon, ils en ont besoin, ils le veulent, mais parce que aussi, ils ont eu souvent des expériences de perte de sens dans le contenu de leur job. Donc ils se disent, au moins avec d'autres choses à côté, je vais faire équipe avec des copains, au moins on va bien s'amuser aux pauses. C'est toujours ça. Alors, donc ça, c'est un élément, les relations entre collègues. Mais il y a quelque chose de plus grave, c'est qu'en même temps, on veut réduire les coûts, et donc on passe au flex office, au home office, au nomadisme. Alors, encore trois gros mots que je vais essayer d'expliquer rapidement. Hein. Le nomadisme, c'est grosso modo, vous travaillez pour un certain nombre de clients. Donc vous travaillez là où vous êtes, dans une chambre d'hôtel, chez vous, enfin peu importe. Vous êtes un nomade, travailleur nomade. Le home office, vous travaillez chez vous. Alors au début, les gens sont très contents, c'est super, parce que 2 jours par semaine, je suis chez moi, je m'organise,
je peux aller chercher les enfants à l'école. Bon, c'est très pratique. Mais petit à petit, si on va trop loin dans le home office, on se coupe des liens avec les collègues, ceux qui sont si importants pour se sentir bien. Et puis le flex office, ben alors là c'est encore plus terrible, c'est que plus personne n'a de bureau. Hein. Alors, on loue son bureau, enfin on réserve son bureau. Alors demain, je passe au bureau, je réserve un bureau de 9h à midi. Donc je viens, on me dit, ben oui, vous êtes à telle petite case, là, bon, je vais m'asseoir, je travaille, je connecte mon PC, et puis après, hop, je repars. Je ne peux pas laisser la photo de famille, ni la plante verte que j'arrose tous les matins. Non, non, tout ça, c'est terminé. On a un casier, éventuellement, mais le flex office fait qu'on n'a plus de lieu à soi. Et la personne qui est à côté de moi bah, est différente tous les jours, puisque tous les jours, tout ça est réservé à la dernière minute. Eh bien, là aussi, si on va trop loin, c'est la coupure des relations entre les personnes. Alors, on s'envoie des emails. Et alors, comme par hasard, le nombre d'emails, vous le savez, augmente terriblement. Des centaines d'emails. Alors là, quand on reçoit des centaines d'emails, croyez-moi, on est un peu découragé parce qu'on se dit, mais par quel bout je vais prendre tout ça, quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Comment je vais m'organiser? Donc, il y a une espèce d'intensification du travail, non pas parce qu'il faut travailler plus, mais parce qu'il faut répartir son temps entre des milliers de petites choses, et en particulier des centaines d'emails. Alors comme ça, j'ai des tas de relations. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe, j'avais des collègues partout, dans des tas de pays, c'était très sympa. On ne s'était jamais rencontrés, hein, mais on se parlait par email intermédiaire. Donc c'est toujours très bien pour pouvoir travailler à plusieurs sur un projet international. C'est tout de même aussi un risque dans la destruction des relations entre les personnes. Alors je terminerai avec le dernier sujet, oui. Qui est quid de la destruction des emplois. Alors pour préparer cette conférence, je suis quand même allé me tuyauter. J'ai lu 4 ou 5 rapports, une dizaine d'articles, d'éminents spécialistes, économistes, sociologues, chefs d'entreprise, Villani, tout le monde, hein, tas de gens, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Malheureusement, je ne peux pas vous dire... il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont optimistes et puis beaucoup moins pessimistes. Non, en fait, ça se répartit assez bien. Il y a autant de gens qui pensent nous allons au-devant d'une catastrophe, c'est-à-dire que beaucoup de gens seront sur le carreau, que de gens optimistes qui disent ne vous inquiétez pas, on va détruire beaucoup d'emplois, mais en même temps, on en crée suffisamment pour compenser. Alors, deux, trois petits commentaires. Je suis un peu long, mais bon. Premier commentaire, c'est que les optimistes nous disent nous avons M. Schumpeter avec nous. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la fameuse théorie de la destruction créatrice. Donc M. Schumpeter, il est quand même né, si j'ai bonne mémoire, j'ai vérifié, en 1888 et il est mort en 1950. Alors, cette théorie est extrêmement intéressante. Elle disait que quand, par exemple, on supprime les cochers, les chevaux et qu'on fabrique des automobiles, eh bien, tous les métiers qui disparaissent, en fait, c'est pas grave parce qu'on crée plein de jobs, simultanément ou presque. Donc, l'un dans l'autre, tout va bien. Alors, moi, je pose juste une question quand même. Pour quelqu'un qui est mort en 1950, Internet n'existait pas, hein. Donc, est-ce que les théories de Schumpeter ont encore de la validité aujourd'hui dans cette espèce de révolution qui s'annonce avec le numérique et l'intelligence artificielle? Je ne sais pas répondre. Mais on peut se dire que ce n'est pas évident quand même, hein. Alors, il y a peut-être des économistes dans la salle qui vont nous donner des éclairages tout à l'heure. Après, le deuxième commentaire, c'est que, et là, tous les rapports vont dans le même sens, les jobs qu'on va créer sont des jobs à valeur ajoutée, sont des jobs intellectuels. C'est-à-dire, on va vous décharger, vous les travailleurs, que ce soit au bureau ou à l'usine, on va vous décharger des trucs emmerdants, des petits trucs
classer des dossiers, machin, ça n'a pas de valeur ajoutée, tout ça. On va vous enlever tout ça, parce que la machine va s'en occuper, et vous allez pouvoir vous concentrer sur la vraie valeur. Bon. Prendre des vraies décisions. Super. Alors là, je pose une deuxième question. Est-ce que tout le monde pourra accéder à ce type de job à haute valeur ajoutée? Est-ce que tout le monde sera capable, par une formation, évidemment, on va faire des tas de formations, ça oui. Est-ce que tout le monde, avec une très bonne formation, va arriver à se mettre à ce niveau-là? Et puis, troisième chose, et ça c'est une bonne nouvelle, on constate que les artisans, les artistes, n'ont aucun problème, aucun souci à se faire. Donc ça c'est un message, hein, c'est cultivons notre créativité, parce que qu'elle soit artistique, qu'elle soit dans le monde des affaires, qu'elle soit dans l'industrie, qu'elle soit je ne sais où, c'est la créativité qui véritablement pourra donner notre longévité dans le travail. Et l'artisan qui sait faire remplacer un morceau de vitrail à Louveciennes, parce que vous savez, on a un morceau qui est cassé dans l'église et tout. Il y a peu de gens qui savent, qui ont un savoir-faire d'artisan. Eh bien, il faut absolument que ces métiers soient valorisés et que nos jeunes sachent que finalement, ils n'ont pas beaucoup le choix. Soit il faut qu'ils soient très intellectuels, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils fassent de hautes études et qu'ils soient capables de monter dans la valeur, comme je disais tout à l'heure, soit il faut qu'ils soient très artistes. Voilà en résumé les trois commentaires que je voulais faire. Et donc, j'attends vos réponses à ces questions. Merci. Non, mais merci Bruno. Heureusement que tu as mis du positif à la fin, parce que j'ai cru que tu allais plomber l'ambiance là. Hein. Donc, je m'y suis un peu retrouvé, parce que tu vois, chez nous, c'est 450 000 personnes. Nos bureaux sont réservés automatiquement, mais par contre, le seating est fait en fonction des affinités, des types d'activités qu'on a. Donc, il y en a un peu dedans. Donc, et je dois dire que ça marche plutôt bien. Quand tu parlais de l'automatisation de tous les processus administratifs, vous prenez l'exemple de l'Estonie. En Estonie, 100%, sauf un processus, n'est pas automatisé, c'est-à-dire n'est pas digitalisé, pas automatisé, pardon. Digitalisé, c'est le mariage, l'acte de mariage, qui reste sur le papier. En Estonie, tout le reste a été digitalisé. Même dans des situations catastrophiques, une personne a eu un accident, elle se retrouve à l'hôpital, elle a un degré de handicap identifié pendant son séjour à l'hôpital, ses indemnités sont calculées et versées automatiquement. Il n'y a aucune demande à faire. Il n'y a aucune demande à faire. Après, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce qui est un peu stressant peut-être pour certains d'entre nous, c'était qu'à une époque, la révolution industrielle, on a plutôt automatisé des tâches d'ouvriers, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on automatise beaucoup de tâches de cadres. Donc du coup, ça crée un stress pour ceux qui décident eux-mêmes d'automatiser leur activité. C'est plus compliqué que de le faire pour ces équipes. Voilà. Donc, mais peut-être un peu plus d'éducation, François. On a parlé tout à l'heure de nouvelles technologies. Je n'avais pas mentionné le quantum computing, mais ça commence à être mis en place dans la pharmacie pour accélérer la mise en place des molécules vers le marché. Une société Biogen l'a déjà fait. On a parlé de GDPR, on a entendu parler du droit à l'explication sur les algorithmes. Donc, mais peut-être avant de se poser les questions, est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle technologie, peut-être blockchain, intelligence artificielle, et puis rebondir sur les sujets des données, pour commencer? Oui, je vais rebondir là-dessus, effectivement. Bruno, tout à l'heure, a bien expliqué comment fonctionnaient ces plateformes numériques comme Blablacar, comme Uber, Airbnb. Voilà. Et aujourd'hui, alors moi, mon propos sera, je ne peux pas vous parler de tous les impacts, de toutes les technologies sur le futur. Je vais essayer de me concentrer sur les impacts dans le domaine de l'action publique, de l'action de l'État, en particulier dans ses fonctions régaliennes, parce que ça nous concerne tous. On est tous justiciables, on est tous sous la protection de la police et de notre armée. Et donc ces données sont ces algorithmes, cette intelligence artificielle est de plus en plus utilisée et s'immisce de plus en plus dans l'action publique et dans le fonctionnement de l'État. La tentation grande pour l'État, c'est cette
plateformisation fonctionner un peu comme Uber, comme Blablacar, c'est-à-dire se contenter finalement, au lieu de vraiment gouverner et décider, simplement mettre en relation et coordonner des intérêts particuliers. Voilà. Un bon exemple, et certains sont peut-être concernés ici, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants ou des petits-enfants qui ont passé le bac cette année et qui donc se sont inscrits sur Parcoursup. Voilà. L'exemple typique aujourd'hui, c'est on est tellement incapable de décider de critères de sélection pour la formation supérieure qu'on se réfugie derrière des algorithmes. On dit on n'a pas vraiment décidé, c'est l'algorithme qui a fait tout seul et qui vous donnera la réponse. Voilà. En réalité, derrière, il y a des règles pourtant qui ont été définies par des humains. On comprend que derrière cet algorithme, en fait, il y a surtout beaucoup d'aléatoires. Voilà. Et malheureusement, on se réfugie de plus en plus derrière des algorithmes. On fait du solutionnisme technologique, en quelque sorte. Tout ça, c'est une forme de bureaucratisation, ou même de parachèvement du phénomène de bureaucratisation qui a lieu déjà dans notre société depuis les années 60. On déresponsabilise nos acteurs politiques, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Christophe, cette horizontalité, on a de moins en moins confiance dans nos élus, on se dit qu'on n'a pas besoin d'eux, on n'a plus besoin des politiques, on peut tout faire nous-mêmes en direct. Donc on déresponsabilise ceux à qui normalement on a confié la responsabilité, c'est-à-dire ceux qu'on a élus ou ceux qui ont été nommés pour gouverner. Et du coup, on délégitimise leur action. Lorsqu'ils prennent une décision, du coup, elle n'est plus perçue comme légitime par la société. Voilà. Alors, cette plateformisation, elle a du sens dans certains domaines. Comme on disait tout à l'heure, payer ses impôts en ligne, c'est quand même, ou les déclarer en tout cas, c'est quand même pratique. Et il n'y a pas que du négatif, mais il ne faut pas oublier que si on veut que la société fonctionne et garde une cohésion, de la solidarité, que tout le monde œuvre pour le bien commun, on ne peut pas laisser uniquement à des algorithmes et à des experts du traitement de l'information la liberté de prendre toutes les décisions qui nous concernent. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec de la donnée. J'aime pas trop le terme donnée parce que on pourrait penser que du coup ces données sont innées. Or, en réalité, elles sont déjà très orientées dans la manière dont on les a collectées, la manière qu'on a choisi de les collecter ou non et de les traiter. Par exemple, aujourd'hui, on ne fait pas de statistiques ethniques. Voilà, c'est un choix, c'est un vrai choix politique de ne pas en faire. D'autres données, au contraire, qu'on collecte, qui relèvent d'un vrai choix. Donc ces données, elles sont orientées, elles ne sont pas neutres du tout. Donc voilà, de plus en plus, l'action publique est de plus en plus délégitimisée du fait qu'on se réfugie derrière les algorithmes. Il y a également dans le domaine de la défense, où de plus en plus on a recours à la technologie, algorithmes, intelligence artificielle, notamment dans le domaine des armes autonomes, des armes létales autonomes en particulier, c'est-à-dire des armes capables de tuer. Et ça, aujourd'hui, c'est, je pense, même le domaine dans l'armée qui occupe le plus la recherche. Alors évidemment, on voit bien l'intérêt, on préfère envoyer un robot là où c'est dangereux, plutôt que d'envoyer un soldat humain, parce que dans nos sociétés occidentales, un soldat tué, c'est très grave. Voilà. Mais ça pose quand même de nombreuses questions, surtout si l'arme est capable de prendre elle-même la décision de tuer. Un soldat, il a été formé, il est formé, et puis c'est un humain, donc il a une conscience, il a une conscience morale, et donc avant d'appuyer sur la gâchette, il tient compte certes des ordres qu'il reçoit, mais aussi de la manière dont il perçoit le contexte et de ses propres règles morales. Il veillera à ne pas tuer des civils, par exemple. Il veillera à, voilà. Et ça, avec les armes autonomes, il y a de plus en plus de risques. Alors, ça dépend quelles armes. Il y a des armes faiblement autonomes. Par exemple, le drone piloté par un militaire derrière son écran d'ordinateur. Bon, là, il n'y a pas trop de risques. En revanche, aujourd'hui, on commence à mettre au point des armes qui sont totalement autonomes, qui collectent elles-mêmes de l'information sur leur terrain d'action et qui sont capables de prendre elles-mêmes des décisions, en particulier la décision de tuer quelqu'un, de définir elles-mêmes leur terrain d'action, et même dans une certaine mesure leur objectif et la finalité de leur action.
Alors souvent ça fait peur aux gens parce que dans la science-fiction on imagine les armes qui se retournent contre nous, qui se retournent contre l'humanité. On n'en est pas là et on est très loin de ça. Néanmoins, le jour où il y aura une bavure avec des armes autonomes, qui sera responsable? Voilà. Et donc ça, il y a une vraie question derrière et je pense une limite éthique à poser, qui est de dire qu'il faut que ces armes, même si elles ont une certaine autonomie ou une certaine, qu'elles sont commandées à distance ou autre, il faut qu'on garde quand même une certaine supervision sur ces armes. Il faut impérativement qu'on dise, voilà, il faut qu'elles interviennent dans un champ d'action qui est bien délimité dans le temps. Il faut absolument qu'il y ait un bouton arrêt d'urgence pour pouvoir appuyer dessus et interrompre son fonctionnement. Et ça, il faut vraiment être sûr que le bouton fonctionne si jamais l'arme ne fait pas ce qu'on attend qu'elle fasse. Voilà. C'est aussi important pour rassurer les populations, parce qu'aujourd'hui les militaires, ils interviennent essentiellement dans des zones de guerre et ils se battent entre militaires. Mais si aujourd'hui on a des armes autonomes qui se promènent dans nos villes, là où il y a des civils, il y a un vrai risque en fait de terroriser les populations parce que tout le monde se sentira menacé par cette arme pointée vers elle dont on ne sait pas qui la commande et dans quelle mesure est-ce qu'elle est susceptible de nous tirer dessus. Voilà. Ça, c'est pas uniquement dans le domaine de la défense, mais c'est aussi dans le domaine de la police. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, il y a la frontière est de plus en plus difficile à placer entre ce qui relève de la défense du territoire, qui est assurée par les militaires, et ce qui relève de l'ordre public, et qui est assuré par la police. Aujourd'hui, on voit des militaires d'ailleurs, Vigipirate, avec des fusils qui se promènent et qui assurent en fait une fonction qui relèverait plutôt de la police. Et inversement, on voit la police qui échange des informations entre les pays, qui fait du contrôle sur Internet, qui surveille ce qui se passe sur le territoire et à l'extérieur du territoire pour essayer de prédire des actes de terrorisme. Donc cette frontière, elle est de plus en plus difficile à placer et ça, je pense que c'est important aussi de la clarifier et de clarifier quel usage du numérique on fait dans un domaine ou dans l'autre. Parce que la population n'a pas la même perception de l'action et de la légitimité de l'armée que de la police, par exemple. Dans le domaine de la justice également, il y a aussi une porosité de plus en plus grande entre la police et la justice. On le voit par exemple avec les radars automatiques, avec les PV de stationnement automatique. Il y a de plus en plus d'échanges d'informations numériques entre la police et entre la justice. La police se sert de plus en plus de données collectées pour établir les faits, ce qui relève normalement de la responsabilité du juge. Le juge dans notre système de justice a un rôle très important pour qualifier les faits, établir la vérité juridique, qu'est-ce qui s'est passé, imputer la responsabilité. D'accord ? Et puis prononcer une peine qui est personnalisée. Bon. Et ça aujourd'hui, avec, avec le numérique et le traitement en amont du procès ou en amont du simili-procès, parce que parfois il n'y a même pas de procès, comme les radars automatiques typiquement, finalement c'est la police qui fait ce travail en amont grâce au numérique et aux données collectées, des données sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle et sur lesquelles le citoyen, le justiciable est de moins en moins capable de se défendre. Donc là aussi, il y a certainement des limites à poser. Qui est responsable de quoi? Quelles sont les données qui sont utilisées? Être capable de s'opposer à notre traitement des données qui est fait. On n'a pas forcément envie que nos données qu'on laisse sur les réseaux sociaux soient utilisées à des fins de répression ou à des fins de justice. Voilà. Il y a également la blockchain, sur laquelle je voulais dire un mot. La blockchain, c'est très technique, beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose, et en fait, ça fait vraiment partie du principe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit nombre de personnes qui comprend, on parle d'algocratie, on emploie ce terme parfois, un petit nombre de personnes, des ingénieurs, des informaticiens, des programmeurs, qui eux sont capables de comprendre comment ces choses fonctionnent et de les tirer à leur avantage, exactement comme certains hommes politiques utilisent, grâce à des conseillers qui s'y connaissent, utilisent les réseaux sociaux et le numérique pour ramener à eux, pour influencer l'opinion et par exemple remporter une élection.
On l'a vu typiquement avec la principale utilisation de la blockchain, hein, qui est la monnaie numérique, le Bitcoin, hein, où certains ont utilisé ça à des fins spéculatives, ont manipulé le cours de cette monnaie. Et ça, du coup, on décale cette compétence avant, qui était plutôt dans l'État ou dans les grandes entreprises nationales, aujourd'hui se déporte dans des petits acteurs qu'on ne connaît pas, on ne sait pas dire où est-ce qu'ils sont d'ailleurs souvent à l'étranger, et sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle. La blockchain, en 2 mots, c'est pour l'expliquer de manière pas technique du tout. Par exemple, chaque année, vous partez en vacances à droite à gauche dans le monde. Vous rentrez, vous avez fait des photos partout, et vous faites un tableau avec une photo de tous les endroits où vous êtes allé. Bon. Et puis l'année suivante, vous faites la même chose, mais l'une des photos que vous mettez, c'est la photo du tableau de l'an dernier. D'accord ? Et puis, vous en faites ce tableau, vous en faites une photo et vous le donnez à tous vos amis qui eux-mêmes font la même chose. Chaque année, quand ils partent en vacances, ils font un tableau après avec toutes les photos et ils insèrent dans l'une des photos du tableau la photo de votre tableau de photos à vous. Vous voyez qu'ainsi, on crée une grande chaîne où chacun dispose des photos des autres. Alors en miniature, hein, il faudrait zoomer à la longue pour voir les... Voilà. Mais avec le numérique, on n'a pas cette perte d'information comme avec l'image. Et donc du coup, tout le monde dispose de l'information et on a du coup une base de données infalsifiable qui permet de prouver, par exemple, que vous étiez telle année, à telle époque, à tel endroit. Et c'est impossible de le falsifier parce que tout le monde en a une copie et que chaque fois qu'on crée un nouveau tableau, on intègre les données qu'il y avait avant. Voilà, c'est ça la blockchain. Et donc c'est ce qui permet de créer une chaîne de confiance, mais une chaîne sur laquelle du coup on n'a pas forcément le contrôle. Et en même temps dans lequel on mise beaucoup sur cette confiance. Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins confiance, comme je le disais, dans l'État. Et donc, on espère que de nouvelles chaînes de confiance décentralisées et sans le contrôle de l'État vont se mettre en place. Ce qui, à mon avis, est une opportunité dans certains domaines, parce que ça permettra de décharger peut-être l'État de certaines responsabilités et sans doute de le faire mieux. Mais c'est sans doute un leurre aussi dans d'autres domaines, parce que le contrôle de la monnaie, par exemple, c'est vraiment une fonction régalienne et c'est indispensable que ce soit l'État qui en garde le contrôle. Il n'y a que l'État en plus qui est capable d'assurer certaines fonctions de la monnaie comme l'émission de crédit par exemple. Ça, le blockchain ne peut pas le faire. Donc c'est important de ne pas vouloir substituer toutes ces fonctions de l'État à des technologies, même si elles semblent très prometteuses. Merci beaucoup François pour cet éclairage. Et c'est vrai qu'on peut toujours trouver plein d'exemples. Tu parlais de l'armée, tu parlais de la police. Dans l'armée, on discutait avec un ami récemment dans l'armée, ce qu'il nous disait, c'est que pour les échanges de communication, parfois sur le terrain, ils utilisent WhatsApp, donc c'est assez rassurant. Ça semble véridique. Mais par ailleurs, c'est assez sécurisé, WhatsApp. Hein. WhatsApp, ça l'est relativement. Mais d'autres applications grand public de fitness, par exemple, ne le sont pas du tout. Non. Vous savez, il y a des applications là, on voit sur une carte où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que vous avez couru. Bon, c'est comme ça qu'on sait où sont toutes les bases militaires en Afrique, à droite à gauche, parce que tous les militaires, ils ont leur smartphone et ils ont ce truc-là. Et donc on voit plein de petits points sur la carte et on sait où ils sont. Notamment, quand on rajoute par-dessus de la vidéo, c'était déjà, lors de la dernière visite du pape, alors c'était Lille, je ne sais plus quelle année, il y avait déjà des systèmes d'analyse vidéo qui analysaient les comportements des gens qui se déplaçaient dans la rue pour identifier les personnes qui avaient des comportements à risque pour que les policiers reçoivent un SMS et immédiatement aillent sur place. Ce qui est décevant, c'est que ce système existe, mais il n'est pas déployé en France. Et quand on voit les risques qu'on a en France de terrorisme, vous prenez toutes les bases de fichiers S avec les photos des gens, on serait capable immédiatement de savoir où ils sont à tout moment. Et si leur comportement est à risque, envoyer immédiatement de la police, qui est généralement à moins d'1 kilomètre de là. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque peut-être de décisions courageuses de déployer ces systèmes-là, parce qu'il y a les risques sur les données, mais on pourra y revenir, Virginie. On parlait pas tu parlais du gouvernement, mais tu parlais un petit peu d'intelligence artificielle, tu parlais de blockchain. Sur l'intelligence artificielle, vous avez une compagnie comme Zara, tout le monde connaît Zara, on a tous été, en tout cas pour nos enfants, voire pour nous. Ils sont capables de scanner, d'identifier les tendances automatiquement de mode. Alors qu'avant, on faisait printemps, automne, hiver, et encore parfois que 2 saisons dans l'année. Ils sont capables en 3 semaines d'identifier une nouvelle tendance en fonction de toutes les photos postées sur Instagram, sur Facebook, pour comprendre une tendance et en 3 semaines sortir un vêtement. Alors qu'avant, ça prenait des semaines, ça prenait des mois. Sur la blockchain, AXA, non ? C'est faux ? C'est vrai ? Une chose chez Amazon.
bien connu. Hein. Ouais. Ils ont breveté un système aux États-Unis qui commence à empaqueter les objets avant même que vous ayez passé commande. C'est-à-dire qu'ils vous connaissent, enfin ils nous connaissent, pardon, tellement bien, avec un ciblage comportemental tellement précis, qu'ils savent ce que vous allez commander et à quel moment vous allez commander. Ils ont plusieurs stocks aux États-Unis et ils font bouger les stocks entre eux en fonction des tendances d'achat qu'ils ont anticipées à l'avance. Voilà, comme Uber d'ailleurs fait bouger les voitures et recommande aux conducteurs d'aller dans une zone parce qu'ils ont anticipé qu'il va y avoir de la demande dans un endroit. Et quand vous êtes à San Francisco, vous appuyez sur Uber, en moins de 2 minutes, vous avez toujours une voiture. Voilà. Un dernier exemple, on va passer aux questions. Oui, Virginie. Je vais ajouter un exemple là-dessus, mais par exemple, pour détecter les épidémies de grippe, et on a besoin chaque hiver de savoir à quel moment ça va arriver, etc. Si on passe par les médecins traitants, on sait qu'il y a tout un système en France qui permet aux médecins traitants de déclarer, etc. Moyennant quoi, on détecte l'épidémie de grippe une fois qu'à peu près une semaine après le moment où elle a vraiment démarré. Aux États-Unis, ils ont mis en place un dispositif d'intelligence artificielle et on le détecte le jour même. Voilà. Donc ça a quand même un avantage énorme puisque ça permet d'alerter toutes les pharmacies, le dispositif de traitement, etc. Et puis de protéger un certain nombre de personnes, par exemple les plus fragiles, pour éviter qu'elles ne soient contaminées. Donc certes, il faut faire attention à l'utilisation des données, mais ça peut apporter aussi quelque chose de très important. Voilà. Merci Virginie. On est dans les temps pour passer aux questions. Donc je rappelle les règles du jeu. Merci en tout cas pour les premiers éclairages. Et pour cette partie-là, ce que je vous suggère, pour le temps que nous avons, c'est de poser des questions évidemment précises. Je pense que j'essaierai de ne pas trop filtrer, bien sûr. Mais pour créer du rythme, et je vous demanderai de répondre extrêmement rapidement, c'est-à-dire une réponse, c'est pas plus de 2 minutes. Voilà. Mais vous avez déjà pas mal parlé, donc 2 minutes chacun, à chaque fois, c'est rare. C'est parti, si vous avez des questions. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut entendre, il faut que je me déplace. Par rapport à Harmonie Mutuelle, il y a une petite application sur téléphone qui s'appelle Betterize et je voulais savoir en fait si c'est pas pour collecter des données et effectivement adapter les cotisations, etc. Et deuxième question, j'ai vu aussi que vous mettiez 24 heures sur 24, enfin c'était peut-être bêta actuellement, mais pour qu'il y ait des médecins en ligne qui répondent. Et là aussi, comment ça va se passer, la protection des données ? Merci. Question rapide. Sur la première réponse, non, on n'a pas le droit d'utiliser des données. On est obligé, dès que ce sont des données de santé, c'est considéré comme des données de santé, on est obligé de les disposer sur un référentiel qui a l'autorisation de conserver ces données. Elles ne peuvent pas être communiquées ni à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si jamais vous êtes adhérent à travers une entreprise, ni à nous pour l'utilisation sur votre cotisation. En revanche, on peut accéder aux données anonymisées, c'est-à-dire on ne sait pas qui ça concerne. Toutes les données qui permettent d'identifier la personne sont anonymisées et elles sont supprimées. Et là, ça permet d'établir des évolutions de comportement pour mettre en place des procédures de prévention. Voilà. Et Harmonie est très sensible à ça puisqu'on va lancer à la rentrée un grand programme pour déterminer justement avec nos adhérents, et on a fait venir 2 personnes externes qui sont spécialistes des données, eh bien, quelle charte éthique il faut qu'on mette en œuvre pour pouvoir bien traiter les données, c'est-à-dire apporter les évolutions personnalisées que vous attendez tout en étant très précautionneux sur l'utilisation des données personnelles. Voilà. Et sur l'autre donnée, les médecins disponibles 24 heures sur 24, c'est le principe des gardes. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate aussi dans les entreprises, c'est qu'il y a énormément d'absentéisme et de présentéisme. Présentéisme, c'est quelqu'un qui est au travail avec la tête ailleurs, puisqu'il a son enfant malade, il est aidant et il a la personne dont il s'occupe qui est malade, et donc il est préoccupé. Avec des plateformes où on peut appeler un médecin et avoir tout de suite la réponse, c'est une grande avancée. Alors ici, en région parisienne, on n'est pas très touché. Mais moi, j'ai habité pendant 8 ans en Bretagne, et dans le cœur de la Bretagne, ça manque singulièrement de médecins. Et donc de pouvoir avoir accès à des plateformes de médecins à distance, c'est une grande avancée. J'espère avoir répondu. Merci. Alors, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, en fait, c'est la question de la cybercriminalité. Et en fait, avec la surdigitalisation de toutes les fonctions, on va aussi avoir la digitalisation de l'ensemble des fonctions vitales, enfin, de plus en plus, on va dire, de notre société. Dans quelle mesure est-ce que vous considérez que
on va dire la résilience à la cybercriminalité avance à un rythme, on va dire, adapté par rapport à ce risque qui commence à toucher vraiment des fonctions vitales. Autrement dit, si demain il y a une grosse cyberattaque comme il y en a eu déjà à l'échelle de certaines entreprises et de certains pays, demain, un peu plus globalisé, dans quelle mesure on sera capable, nous, de résister à ça d'un point de vue de notre organisation sociétale? Alors, tu voulais une personne particulière pour répondre ou... Non, j'ai l'impression que François... Non, Christophe, François. Bon, allez, c'est parti. Christophe. Oui, c'est un sujet sensible et important, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, on est très préoccupé par la cybercriminalité et il y a des nouvelles fonctions de défense qui apparaissent sur ce sujet, et donc avec de la simulation, de la modélisation pour s'entraîner à parer à toutes les épidémies, comme il y a de la modélisation sur les épidémies de grippe, c'est pareil. Il y a le même phénomène qui apparaît en cybercriminalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les menaces les plus graves, elles sont souvent le fait produit par des États-nations. Et donc on instrumentalise les réseaux sociaux pour ce qu'on appelle du soft power, pour influencer, déstabiliser, manipuler des États-nations. Et on l'a vu dans les élections récentes, l'ingérence russe pour les élections américaines et pour partie en France également. Donc oui, c'est très préoccupant, mais on a des institutions qui sont en veille forte sur ce sujet et qui recrutent beaucoup de jeunes talents sur ces questions-là. Christophe, comme tu parles des institutions, peut-être François, tu souhaitais compléter le point de vue? Oui, bah alors les hackers, c'est des grandes institutions. En général, c'est les Chinois et les Russes. Hein, donc, en fait, c'est un peu le chat et la souris. Et là, la course, elle dure depuis longtemps. Et là, maintenant, on est du coup tellement résilient qu'il n'y a plus que des très grosses organisations avec des gros moyens qui sont capables de mener des attaques. Donc, ça contient un peu le phénomène. On est un peu moins ça ressemble plus à la guerre froide qu'au contexte terroriste comme aujourd'hui où n'importe qui peut se faire sauter à peu près n'importe où. Voilà. Donc ça, le risque est un peu plus connu, un peu plus cerné. On met en place des mesures de sécurité dans nos process, partout, dans le fonctionnement de nos réseaux, dans le fonctionnement de nos entreprises. Voilà. Donc le risque, il y a toujours un risque et le risque, il se déplace, mais le traitement du risque est de plus en plus industrialisé aussi. Voilà. Merci. Virginie, bon, normalement on ne fera pas... Les PME sont les plus touchées et c'est pour ça que le risque assurantiel sur la cybercriminalité s'envole, puisque tous les jours, il y a des PME qui déposent le bilan à cause d'une attaque qui a mis par terre leur entreprise. Donc c'est quand même quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, les dirigeants de PME sont obligés de s'assurer contre ce risque pour pouvoir repartir si jamais ils sont complètement attaqués. Merci beaucoup, c'est clair. Une prochaine question, s'il vous plaît. Oui. À qui je... Peut-être que je peux... Oui, tu veux préciser? Peut-être préciser une... Vas-y, je t'en prie. Oui, sur la question aussi de la cybercriminalité, des menaces, je crois que la modernité aussi, parfois, c'est de revenir un petit peu en arrière et puis de matérialiser des éléments qui sont sensibles ou stratégiques dans une entreprise ou dans des institutions. Et donc, ça fait partie des process aussi de sécurisation. C'est-à-dire de ne pas être vulnérable à 100% sur le numérique. Quand c'est très confidentiel ou sensible, de ne pas hésiter à revenir à des formules de matérialisation, et notamment dans le stockage et l'archivage. Oui, en fait, une remarque pour répondre à une perche tendue par Bruno tout à l'heure sur est-ce que la destruction créatrice est toujours à l'œuvre? C'est une question qui est excellente et que beaucoup d'économistes se posent. Et les réponses pour l'instant sont loin d'être claires et les avis très nuancés. Voilà. Et une question aussi, plutôt pour François peut-être, une question un peu naïve sur ces armes autonomes qui sont capables de se fixer elles-mêmes leur but. En fait, j'ai l'impression que finalement, on a un cadre juridique pour ça, pour penser ça, peut-être pas pour les armes, mais en tout cas pour les choses autonomes, c'est la responsabilité du fait des choses. Et moi, quand je vois un chien qui n'est pas tenu en laisse, je m'inquiète pour mes enfants. Et finalement, si ce chien va mordre un de mes enfants,
finalement c'est le maître qui sera responsable. Donc c'est le maître qui est tenu c'est le maître qui est tenu de tenir son chien justement. Est-ce que c'est pas de la même manière qu'on pourrait penser finalement le rapport entre les êtres humains qui commandent les choses, que ce soit voiture autonome ou éventuellement armes? Est-ce qu'on pourrait pas faire cette analogie avec les animaux justement, enfin le rapport aux animaux et toute autre chose autonome? Bruno d'abord pour la première question, pour rebondir, si j'ai bien compris. Merci. Et puis François. Merci de confirmer que la théorie de Schumpeter, la destruction créatrice, est loin de faire l'unanimité aujourd'hui face aux enjeux que nous avons. Si je peux me permettre, je vais quand même tout petit peu aborder le deuxième point, parce que il y a la question de la voiture autonome. Lorsque celle-ci a eu un accident aux États-Unis, a écrasé quelqu'un, on ne sait pas qui est responsable. C'est pas le concepteur, c'est pas le conducteur, et c'est le système. C'est le système, c'est-à-dire l'ensemble concepteur, conducteur et système voiture au sens bon. Et donc ça rend les choses extrêmement complexes parce que la voiture a une capacité d'apprentissage. Et ça, on n'a pas parlé de ce point ce soir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces outils, pourquoi font-ils rupture avec ce qu'on connaissait, c'est qu'ils ont la possibilité d'apprendre des choses nouvelles. Et donc une voiture qui se promène beaucoup dans un certain environnement, si elle rencontre un événement nouveau, va pouvoir en tenir compte dans son comportement futur. Donc c'est absolument génial. Mais la difficulté, c'est le problème éthique que personne ne sait exactement ce que le système, comment le système s'est auto-configuré. Personne ne peut savoir pourquoi il a pris telle décision plutôt que telle autre. Et donc, on n'a absolument aucune visibilité, aucune possibilité d'explication interne du système. Et je pose la question, vous savez, en philosophie morale, il y a toujours le même exemple qu'on utilise depuis des siècles, hein, c'est de dire, ben voilà, je vais l'actualiser avec une voiture. Vous êtes au volant de votre voiture. Voilà qu'un enfant traverse la rue. Vous avez le choix entre donner un petit coup de volant, vous vous écrasez contre un réverbère, donner un autre coup de volant de l'autre côté et vous tuez un groupe de 5 personnes âgées. Est-ce que quelqu'un a la réponse à ce problème? C'est un problème classique de philosophie morale, mais comment voulez-vous qu'un système aussi intelligent et ayant appris une multitude de choses dans des environnements divers et variés, arriver au moment où il faut prendre cette décision, qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne le sait. En tout cas, la voiture qui s'est crashée aux États-Unis, il faut se rappeler que dans le contexte, vu qu'il y avait un risque, la personne a repris le volant et a déclenché le crash. Premièrement. Deuxièmement, peut-être lié à l'assurance, Audi, sur sa dernière A8, a proposé, c'est déjà en place, c'est une voiture qui sera autonome, et entre un certain nombre de kilomètres heure, je sais pas, 30 et jusqu'à 80, ils prendront, eux, en tant que constructeurs, 100% du risque. À partir du moment où vous avez laissé la voiture prendre le contrôle. Donc si elle se crache, quoi qu'il arrive, ils prendront 100%. Donc c'est une nouvelle façon de gérer l'assurance. Alors je sais. Oui. Non, mais précise Virginie, merci. Il y a deux responsabilités. Là, il y a la responsabilité civile et effectivement sur la responsabilité civile, tout est organisé pour que, et c'est même codifié après la façon dont on va rembourser les gens, le fait que s'il est mort c'est tant, s'il a tel âge c'est tant, s'il est invalide c'est tant. Enfin, c'est sordide ce que je vous dis là, mais c'est complètement codifié. Et après il y a la responsabilité pénale et c'est sur la responsabilité pénale que ça pose des soucis. C'est pas sur la responsabilité civile. Sur la responsabilité civile, ça se règle par des codes d'assurantiel. Mais en revanche, c'est sur qui était responsable pénalement du décès. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne peut pas être un outil, c'est forcément autre chose. Merci Virginie. Pour respecter le fait qu'on réponde aux questions, la deuxième partie de la question sur les robots et dans le cadre de la François.
Oui, c'est évident que c'est comme ça qu'il faut raisonner et qu'il faut absolument qu'il y ait toujours un humain qui soit responsable et qui porte la responsabilité. Néanmoins, on voit en pratique que c'est très difficile à tenir cette position. Quand une grande entreprise laisse fuiter les données personnelles de millions de personnes, on présente des plates d'excuses, c'est un bug informatique. Et des bugs informatiques, il y en a tous les jours et on se réfugie derrière le fait que c'est un bug informatique. Donc c'est très difficile de tenir cette position. Ensuite, une organisation comme l'armée qui peut avoir des centaines ou des milliers d'armes autonomes, en fait, on pourra toujours dire que c'est l'armée qui est responsable, mais de là à dire que c'est l'officier machin du bataillon, en vrai, ce sera très difficile. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi avec les voitures connectées. On peut toujours reconnaître la responsabilité de l'entreprise. On a beaucoup plus de mal à reconnaître la responsabilité d'une personne physique. Merci. Non, mais est-ce qu'il y a une prochaine question? Je passe le micro. Pendant ce temps-là, Bruno, peut-être tu complètes? Oui, un petit complément, parce qu'un certain nombre d'études psychologiques ont été faites pour voir comment une personne humaine interagit avec un système. Alors, bon, si c'est un traitement de texte, vous allez me dire, il n'y a pas trop de sujets. Et puis, plus le système est intelligent, plus il y a un sujet. Parce qu'à un certain stade, on constate que la personne se met en infériorité par rapport au système. Elle n'ose plus contredire le système. C'est-à-dire que le système a dit « il faut faire ceci », il ne va sûrement pas s'opposer parce qu'il a trop peur que si par hasard il se trompait en prenant une autre décision que celle du système, on lui reproche. Alors que si le système se plante complètement, c'est le système qui s'est planté. Qu'est-ce que vous voulez ? Le système est nul et puis il faut le refaire. Voilà. Donc, il y a dans ce problème de l'homme et de la machine, il y a un seuil à partir duquel on bascule dans un comportement de domination. L'homme se met en veilleuse en termes de décision. Il met un petit peu son intelligence en veilleuse parce qu'il se dit il vaut mieux pas que je m'oppose à ce fameux système bien plus intelligent. Voilà. Donc c'est là où c'est dangereux, pour revenir à la question par rapport à ces questions de responsabilité. Très vite au bascule. Merci Bruno d'avoir complété. Ah, je connais cette dame. Je m'interroge sur les structures qui existent aujourd'hui officiellement, pas un deuxième travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais un vrai travail qui consiste à protéger vraiment l'homme et à donner vraiment des règles éthiques. Quelles sont les structures existantes aujourd'hui dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que ça réunit les gens, comme un syndicat pourrait le faire? On voit bien la force des syndicats aujourd'hui quand on prend le train tous les jours. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui se soucient de ces questions-là, au-delà de notre petit forum Saint-Martin de ce soir? Et qui sont-ils, ces gens-là? Tu veux dire notre grand forum Saint-Martin? Alors, j'aurais peut-être Virginie. Moi, j'ai la chance d'animer, donc je décide que Virginie va répondre, peut-être couvrir notamment dans l'entreprise l'éthique. Alors, ça dépend des entreprises. Je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe, par exemple, dans une entreprise comme la nôtre. Le système de la mutualité, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais la gouvernance, ce sont en fait les assurés qui élisent leurs représentants. Et donc, nous, on a une commission éthique qui, en fait, va prendre et qui est composée, en fait, d'assurés, donc de gens qui sont les clients. Donc, c'est eux qui vont définir le niveau d'éthique à appliquer dans la maison. Alors, pour ça, vous allez dire, mais qui vérifie que c'est vérifié? On a un comité d'audit et tout ça est contrôlé par le contrôle interne. Et au-dessus, on a une autorité de contrôle qui vérifie ce que font toutes les compagnies d'assurance et toutes les mutuelles. Dès lors qu'il y a des actes d'assurance, ça s'appelle la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de réassurance. Et donc, c'est complètement contrôlé. Après, chaque société, chaque entreprise va avoir son propre fonctionnement. Mais ça peut être parfois les syndicats, parfois les autres. Moi, ce que je pense, pour répondre à votre question, c'est que je pense qu'il faut qu'on apprenne, dès le plus jeune âge, à l'école, à avoir un comportement éthique. Et comme on constate que de plus en plus, dans la façon d'orienter les études, on se dit, tiens, il faut faire des études scientifiques parce que ça amène à ce qu'il faut. Il faut qu'on fasse très attention de toujours garder
un éveil à la philosophie, à ces données-là, pour éveiller la liberté du libre arbitre et que la clause de conscience soit toujours présente. Voilà. La clause de conscience, notre civilisation a tendance à les supprimer. Sachez qu'une infirmière, elle n'a pas de clause de conscience. Elle est obligée d'appliquer ce qu'on lui demande de faire. Un médecin en a une, pas une infirmière. Voilà. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, je pense. C'est qu'il faut faire en sorte que chaque être humain, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, reste bien libre et avec une clause de conscience sur ce qu'il va faire. Et si chaque salarié demain, chaque profession indépendante a été éveillé là-dedans, ben ça ira. Il faut également éveiller tout le monde à prendre des décisions. Et finalement, à l'école, on prend les décisions pour vous. Et puis, on s'aperçoit que même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la décision pour les études supérieures, finalement, on ne décide pas de l'ordre, on met 15 choix, et puis c'est un algorithme qui va vous aider à décider. Voilà, donc, il faut absolument éveiller tout le monde à prendre des décisions et à éveiller sa façon d'aborder les sujets éthiques, avec un regard philosophique, j'allais dire. Enfin, ou sociologique, je ne sais pas. Merci Virginie. Est-ce qu'on a une dernière question? Ah, pardon. Oui, tu veux préciser? Peut-être un complément là-dessus. C'est vrai que je crois que c'est important d'arriver à pratiquer la déconnexion aussi, à sortir un peu du registre d'Internet et des réseaux sociaux assez régulièrement. Ça peut être un exercice salutaire. Parce que, et ça c'est la conscience de chacun, parce que sinon on est en train aussi de transformer une partie des comportements et des habitudes de l'humanité en insecte social. On nous transforme un peu comme des termites et des abeilles. Les comportements vont être préconditionnés par des algorithmes. On le voit déjà quand on prend une voiture pour éviter les bouchons. On a des smartphones qui sont interconnectés et qui collectivement nous indiquent une destination, un raccourci, un itinéraire. On n'est plus libre du choix. Et donc ce libre arbitre, il est très important à préserver, alors qu'en même temps, toute la technologie pousse dans les smart cities et dans tout ce qu'on est en train de construire autour de l'urbanisation, à avoir la technologie qui décide pour nous, et dans un cadre collectif où on devient anonyme et plutôt comparable à ce que j'appelle un insecte social, une termite ou abeille. Ouais, vous aviez dû lire d'ailleurs sur la partie du cerveau de la mémoire, en fait. Ça a été analysé à Londres, que les taxis, depuis qu'ils utilisent les Google Maps ou autres, leur capacité de mémoire a absolument réduit, elle a totalement chuté, puisque maintenant, avant, ils avaient une capacité, et même ils passaient un concours pour pouvoir être taxi, et donc ils ont diminué leur capacité de mémoire. Peut-être une dernière question, enfin, ou pas, mais est-ce qu'il y a une dernière question? Non, à défaut, allez. Merci. C'est pas une question, c'est une remarque, mais moi, je ne suis pas technophobe, mais le concept d'intelligence artificielle, l'expression d'intelligence artificielle, moi je pense que c'est un leurre, parce que quand on dit intelligence artificielle, donc on dit l'intelligence artificielle. Si on posait la question à chacun d'entre nous, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, je pense qu'on aurait 100 réponses différentes, parce que c'est plein de choses, c'est plein de facettes, et c'est très propre à l'homme. Et quand on dit quelque chose qui est très propre à l'homme, qui est artificiel, moi, j'ai une difficulté avec ça, et je pense que, par exemple, quand on parle de la santé, on ne dit pas la santé artificielle. Donc là, je pense qu'il faut relativiser. Il y a plein de choses techniques très intéressantes, mais il faut quand même relativiser cette vision. Non, merci pour la précision, mais c'est vrai qu'on pourrait plutôt parler on reproduit le système intellectuel humain quand, par exemple, on automatise une décision de crédit immobilier ou crédit bancaire, quasiment automatisée aujourd'hui, on réplique la réflexion humaine. Quelqu'un voulait rebondir sur le commentaire ou... Oui, je dirais plutôt qu'un leurre, je dirais un abus de langage. Voilà. Ouais. Alors, mais ce n'est pas parce que c'est un abus de langage que tous les risques disparaissent. Les systèmes aujourd'hui se développent à une vitesse énorme parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas du tout évoqué ce soir, bon, on ne peut pas tout évoquer, c'est les puissances financières qui se trouvent là derrière. Ouais. Les grandes entreprises, fameuses GAFA et quelques autres, ont des moyens financiers supérieurs largement aux moyens de la France. Ces grandes entreprises ont décidé d'avancer très vite dans ces domaines-là. Deuxième élément, on dispose de données en quantité absolument colossale, comme on n'a jamais vu dans le passé. Avant, on n'avait pas ces données, donc on avait beaucoup de mal à travailler avec les datas. Et troisièmement, même si ce n'est pas de l'intelligence au sens que tu dis, la puissance des nouveaux algorithmes qui permettent de traiter ces données
arrivent à prendre des décisions tout à fait bluffantes. Donc, abus de langage, oui, mais vrai potentiel. Hein. Merci Bruno. Ce que je vous propose, c'est, évidemment, vous avez, par cette conversation et l'éclairage que vous avez donné, peut-être porter votre conclusion, et je vous demanderai chacun de ne pas dépasser 1 minute. On va commencer par... Bruno, 1 minute. Hein. 1 minute. Je suis obligé de lui rappeler. Virginie. Alors, moi, je pense que je voudrais terminer en disant que malgré tout, les données, c'est de l'or, hein, et que ça permet de faire beaucoup de belles choses, hein, et que la peur n'exclut pas le danger, et que donc il faut plutôt se mettre dans une position de rester dans le contrôle de ces données, et donc de se former à pouvoir le maîtriser, mais plutôt considérer que ça existe et qu'il faut que donc on forme les générations à venir à travailler sur ces sujets-là, plutôt que de se dire ça fait peur, donc je ne veux pas y aller. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Christophe, 1 minute. Oui, je crois qu'un des enjeux un peu dont j'ai parlé, c'est qu'est-ce qui fait sens dans la société aujourd'hui. Si on est une société où on est de plus en plus dans l'égalitarisme, on est de plus en plus dans le développement de l'ego, dans l'égocentrisme collectif, dans des logiques de réseau. Et je crois qu'il faut considérer que ça serait un leurre de penser que les réseaux sociaux, par exemple, et Internet, va remplacer tous les points de repère qu'on a accumulés pendant des siècles dans la société. Par contre, c'est aussi un leurre de croire que les institutions ne vont pas être obligées de se remettre en question pour tenir compte de ces évolutions technologiques. Donc la réalité qu'on est en train de construire au XXIe siècle, elle est à mi-chemin entre le passé qu'on a connu et qui était verticalisé et ce collaboratif qui émane notamment des nouvelles générations et des nouvelles technologies. Merci Christophe. Bruno, la minute de conclusion. Oui, 1 minute sur revenir au monde du travail. C'est quand même un paradoxe assez incroyable, c'est que à l'heure où on a vraiment besoin de gens qui réfléchissent, qui se posent des questions éthiques, qui deviennent des décideurs, qui augmentent la valeur, eh bien, en même temps, on les met dans des systèmes, on les contraint à des process, comme je disais, on les numérise dans tous les sens, ce qui conduit à les rendre de plus en plus mécaniques et de plus en plus des petits robots humains, et sans avoir justement ce recul éthique qu'il faudrait. Donc c'est ça le paradoxe qui m'interpelle, moi. Merci, merci Bruno. François. En 2 mots, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la technophobie. Voilà, je pense que c'est ni pertinent, ni réellement possible de lutter contre l'avènement de ces nouvelles technologies. En revanche, je pense vraiment qu'on peut chercher à infléchir leur cours. Il ne faut pas tomber dans le solutionnisme ni technologique, ni législatif. On l'a vu avec le RGPD, c'est bien, mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes de données personnelles juste par une loi. Je pense au contraire qu'il faut plutôt se demander quelle société on veut pour demain et construire la technologie qui permet d'y arriver. Merci François. Donc, je rappelle, ce soir, on avait Virginie, directrice générale adjointe d'Harmonie Mutuelle. On avait Christophe, directeur du laboratoire de recherche en management de la Rocroi. Bruno, coach en entreprise et pour particuliers. Et François Notré, qui est consultant et aussi qui travaille chez Optique Technologies avec Eric Salobir, qui est conseiller technologique pour le pape François. Voilà, je vous propose de les remercier, de les applaudir.